Nous sommes en présence de Jean-Claude Nemrou, un des plus fidèles et éminents serviteurs du Zouk, qui sera en concert le 10 février prochain dans la grande salle de l'Atrium de Fort-de-France. Jean-Claude Nemrou, dont ce sera le tout premier concert solo après plus de 50 ans de carrière. Première question évidemment, pourquoi avoir attendu aussi longtemps, Jean-Claude ? Il y a plusieurs raisons à ça. Avec Kassav, pendant 40 ans, on n'a pas arrêté de tourner, donc je n'ai jamais eu le temps de me poser pour faire mon propre concert. C'était beaucoup plus facile pour des personnes comme Jean-Philippe ou Jocelyne qui reviennent au pays entre deux tournées. Mais moi, j'habite Paris, c'est compliqué. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que je suis quelqu'un de perfectionniste. Emmanuel Césaire, qui me tanne depuis des années de venir faire un concert, je lui ai toujours dit que je ferai le concert en temps et en heure. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et la troisième raison, c'est que, étant perfectionniste, il fallait que je trouve le bon équilibre entre déjà tous les titres que j'ai composés à l'intérieur du groupe Kassav, mais à l'extérieur aussi pour d'autres, et trouver la bonne alchimie, et aussi trouver les bons invités, parce que moi j'ai toujours pensé que le jour où je ferai un concert, il fallait que je mélange les générations. Il a fallu que je fasse un choix dans mes titres, ça m'a pris un certain temps. Il a fallu que je choisisse une direction avec mon chef d'orchestre qui est Didier Davidas, une direction parce que je ne voulais pas faire un copier-coller des titres, les prendre tels qu'ils sont dans les originaux et puis les rejouer. Donc on a choisi volontairement d'avoir une direction un peu rock pour ce premier concert et ça demande du travail. On va revenir sur les invités dans un petit moment. Je disais tout à l'heure que tu as eu de belles rencontres dans ta carrière, une carrière de plus de 50 ans, avec des gens comme Alan Chilé, Nancy Holloway, Stoney Chardin, Eddie Mitchell, Michel Fugain, Philippe Laville, Céline Dion, Henri Guédon également, Myriam Makeba, Manu Dibango. Et ton premier album, c'était en 1980. C'est l'album En Balatais, avec toutes les influences auxquelles on faisait allusion tout à l'heure, toutes ces pointures que tu as fréquentées. Est-ce que c'était un choix de ne pas tenir compte de ce syncrétisme et donc de focaliser uniquement sur le zouk et la musique traditionnelle ? Oui, parce que Georges Decimus, qui dans Kassav m'a poussé, était le premier à me pousser à chanter, d'ailleurs. Mon premier titre a été Cor au sol, à l'intérieur du groupe. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait quelques compositions et puis cette année-là, je me suis décidé à faire cet album-là. Mais sans me poser aucune question, sans me mettre aucune pression sur les épaules, c'est sorti avec ce qui est sorti dans ma tête à ce moment-là, et puis voilà. On aurait pu citer Manu Katché également, avec qui tu as travaillé. Oui, mais Manu Katché, c'est venu après. Manu Katché, j'ai bossé avec lui, avec Peter Gabriel, lors de la tournée avec Peter Gabriel. C'est cela. Et ainsi que Billy Cobham, qui était dans cette tournée-là, puisqu'il a remplacé Manu Katché pendant 3-4 mois. Oui, et puis une fois au sein du groupe Kassav, il y a eu encore d'autres rencontres, d'autres belles expériences. Je pense à Edith Lefel, dont c'était le 20e anniversaire de la mort récemment. Je pense à Ralph Tamar, qui sera à l'affiche avec toi le 10. On va en reparler. Peter Gabriel, on l'a cité. Est-ce que parmi toutes ces contributions, il y en a une qui t'a particulièrement marqué ? Je dirais Peter Gabriel, parce que c'est... D'abord parce que je suis parti 1 an et demi avec lui. Mon anglais était tournée mondiale. Oui. On a vraiment fait pratiquement toute la planète. Et à l'époque, mon anglais n'était pas... il a fallu que je m'adapte très vite parce qu'il y avait 80 personnes sur la tournée et j'étais le seul francophone avec Manu Katché. Oui. Donc il a fallu que je m'adapte à la langue très vite. Manu Katché qui est un batteur, un percussionniste. Voilà. Il a fallu que je m'adapte très vite à l'ambiance parce que les Anglais ils ne fonctionnent pas comme nous. Mais ça a eu l'avantage de me donner un côté de ma carrière, on va dire, que j'avais déjà, mais qui s'est accentué en étant en contact de Peter Gabriel, c'est la rigueur anglaise. Et ça, je pense que ça a rejailli un petit peu sur Kassav parce que comme je suis quelqu'un de rigoureux, j'ai encore plus vu le côté à quel point la rigueur peut amener à des choses encore plus merveilleuses et plus grandes quand on s'y tient. Donc ça a toujours été mon objectif et mon rôle dans le groupe Kassav après. Donc les Anglais m'ont donné ça et je suis ravi de cette expérience d'1 an et demi à travers le monde. Et puis après, il y a Kassav évidemment, le Graal,
Kassav, c'est 40 ans de ta vie d'artiste avec le groupe et plus de 50 ans de carrière, donc des copains d'abord, une seconde famille au fond. Je crois que tu as eu l'occasion de le dire en interview. Qu'est-ce qui reste de cette épopée en toute sincérité? Est-ce que la boucle est bouclée? Tiens, je crois que c'est une formule que tu as employée récemment. Tout dépend du point de vue où on se place quand on dit la boucle est bouclée, puisque le groupe existe encore. Mais en tout cas, on a donné pendant 40 ans de notre vie, puisqu'on n'a pas trop eu le temps d'avoir une vie de famille. On l'a eu entre nous, cette vie de famille. Je n'ai pas vu ma fille naître, je ne l'ai pas vu grandir. Et Ta fille qui est ton manager aujourd'hui. Oui, un peu mon manager, mes yeux, mon bras droit, ma conscience, ma mémoire. Et tout cela s'est fait sans qu'on ait eu le temps de voir ce qui se passait. Parce que le groupe, au départ, moi-même, j'y suis rentré, il était déjà là depuis 2 ans, le groupe. Il existait depuis 2 ans, mais je ne comptais pas, comme j'ai dit à Jacob au départ, rester dans le groupe. Je suis quelqu'un de sauvage, de très individuel, individualiste. Même. Sauvage, n'exagérons rien. Oui, non, le mot ne me déplaît pas. Je suis lion. Donc voilà, et je suis dans l'astrologie chinoise, je suis chat. Oui. Et il n'y a rien de plus individualiste qu'un chat. Donc je revendique ça. J'ai mauvais caractère, donc je ne suis pas quelqu'un qui je ne m'adapte pas facilement à l'idée d'un groupe. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours refusé que mes parents m'envoient dans les colonies de vacances et des choses comme ça. Donc, ce qui explique mon côté un peu que les gens trouvent que je suis un peu lunatique, un peu arrogant, un peu voilà. Mais ça ne me dérange nullement. Mais ils se trompent surtout. Je ne sais pas, des fois, peut-être que je peux être arrogant des fois, parce que ça dépend, tout dépend de comment on m'aborde. Autant je peux être généreux, gentil avec des gens, mais je déteste la trop grande familiarité. Donc voilà, je suis comme ça, je ne vais pas me changer. Mais ceci dit, ça a des côtés un peu... Quand tu es artiste, ça a des côtés qui peuvent être perçus comme négatifs pour le public. Alors j'ai essayé d'arrondir un peu ces angles-là tout au long de ma carrière, sans trop y arriver, mais bon, ça a des bons et des mauvais côtés. Je pense que quand tu te disperses un peu trop, quand tu es trop dans le panier problème, machin, bon, ça ne t'amène pas à grand-chose. Et puis c'est pas très professionnel. Tout à fait. Oui. Au début, on se rappelle, au début de Kassav, avec la GD Productions, label de Georges Depps, regretté Georges Depps, qui était le premier producteur du groupe. Il y avait on s'en souvient, une sorte de stratégie qui avait été initiée, c'est-à-dire qu'entre 2 albums de Kassav, il y avait 1 ou 2 disques solo. C'était plutôt bien vu. Est-ce que c'est un remake de cette formule qui se dessine aujourd'hui, en 2023, pour garantir la continuité de la formation mise en mode scénique, cette fois, avec ton Digital Tour, puisqu'avant, il y a eu le Shawatou de Jocelyne Béouard. Et donc, est-ce que c'est un petit peu vers cette formule-là que vous êtes en train de vous orienter? Je crois que dans ce groupe-là, on ne s'est jamais trop posé de questions quand on fait quelque chose. On le fait parce qu'on le sent. Il s'est trouvé que Jocelyne a, depuis au moins 10 ans, parlé d'un livre qu'elle voulait sortir. C'est fait. Le Covid a accéléré les choses, puisque enfin on s'est arrêté de tourner. Moi, de mon côté, le Covid m'a permis de m'arrêter aussi pour penser à ma carrière solo. Enfin, carrière solo, à ce que j'ai envie de faire tout seul. Maintenant, comme je te le disais tout à l'heure, on n'a pas trop de réflexion à longue échéance. On se dit, pourquoi pas faire ça, c'est possible, c'est pas possible, on revoit demain. Là, par exemple, j'ai commencé Digital Tour avec 2 concerts, un ici, un au Trianon à Paris, mais rien ne dit que ça va perdurer. Peut-être que ça va s'arrêter à 2 concerts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas perdu l'idée qu'en 2023, on va faire un hommage à Jacob et d'une tournée. Et une tournée qui m'amènera, le manager François Pinard est en train de travailler dessus, qui nous amènera peut-être
à travers le monde pendant 1 an ou 2, j'en sais rien. Si tu veux, les choses, on est obligé de faire les choses par rapport aux événements qui arrivent. Mais la réflexion est en cours au sein de la formation. Absolument. Maintenant, quant à la relève, quant à la suite à donner la suite, oui, la suite, c'est par rapport, comme je te dis, aux événements qui vont se passer par rapport à Kassav. Maintenant, la relève, quand on parle de relève, j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pourquoi ? Je me sens un peu, nous sentons un peu harcelés depuis des années. Je vois sur les réseaux les gens nous dire « Ah oui, mais Kassav n'a jamais rien fait pour les jeunes. » Alors, je profite de l'occasion pour dire que Jacob Desvarieux, paix à son âme, a fait quand même le grand méchant zouk pour mettre en lumière les générations d'après nous. On a fait le concours du Rêve antillais où sont sortis des gens comme Pascal Vallot. Qui a été le premier d'ailleurs, le premier à enregistrer absolument, avec Kassav. Ou Rotin. Oui, Jean-Michel Rotin. Donc à ceux qui disent qu'on n'a jamais fait pour les jeunes, qu'ils se renseignent. Qu'ils se renseignent. Mais au-delà de ça, j'ai envie de leur répondre autre chose. Si vous prenez toutes les stars mondiales, Mick Jagger, Bob Marley, Michael Jackson, ou bien d'autres, ils ont fait quoi pour les jeunes générations? Rien du tout, zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choix dans la vie. Soit tu mènes ta carrière, tu la mènes jusqu'au bout, soit tu dis j'arrête et je fais une école. Mais tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas dire je suis en tournée, mais je vais faire pour les jeunes. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Alors, quand les gens nous disent qu'on ne fait rien pour les jeunes, j'ai envie de leur dire, regardez, qu'est-ce que Marley, que tout le monde adore, qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes? Je ne sais pas, mais je n'ai pas entendu dire qu'il a fait quoi que ce soit. Bref. Mais une troisième chose. Quand vous êtes au plein milieu de votre carrière, tu es obligé de penser toujours à demain. Demain, qu'est-ce que tu fais demain? C'est pas comme si tu arrivais à un stade où tu t'assieds sur un fauteuil comme pour d'autres métiers, et puis tu peux regarder autour de toi. Tu es bien obligé de continuer jusqu'à la fin de ta vie à créer. Tu ne peux pas en même temps avoir une vie de créateur et puis une vie de professeur. C'est 2 métiers qui n'ont rien à voir, absolument rien à voir. Soit tu es professeur de musique, soit tu es un chanteur, compositeur ou je ne sais quoi. Je ne peux pas me réveiller le matin et puis me dire je vais composer, parce que composer, c'est pas, comme dit mon père, l'expression rédichesse botable, s'asseoir là et puis dire tu as fait un morceau en 5 minutes, voilà le morceau. Alors précisément, si on jette un œil sur demain, tu as 71 ans aujourd'hui et plus de 50 ans de carrière, je l'ai rappelé au compteur. Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire avec une telle carrière derrière soi, envie de chanter, envie de dire sur scène, en interview, comme nous le faisons en ce moment, ou dans un bouquin peut-être, pour suivre l'exemple de Jocelyne? Non, un bouquin, ça ne m'a jamais intéressé. Si d'autres ont envie d'écrire un livre sur moi, ça c'est eux, mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi, comme je disais à mon ami Jean-Paul Joannel tout à l'heure, il n'y a pas plus tard d'une demi-heure, je ne regarde jamais dans le rétroviseur. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Quand les gens me parlent, tu as fait ci, tu as fait ça, oui, ok, mais moi, ce que j'ai fait hier ou avant-hier, ça ne m'intéresse pas. On va terminer en jetant un œil sur l'affiche, mais auparavant, j'ai tout de même une question à te poser sur le zouk, le futur du zouk, sa consolidation, sa longévité, passe d'après toi par quelle prise de conscience, quelle stratégie et quel accompagnement? C'est une question Danse, je le reconnais. Difficile parce que les jeunes, et je peux le comprendre, n'écoutent pas les générations d'avant. Ça ne les intéresse pas, ils font leur truc. Et je le comprends. Personne n'est venu nous dire au début, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y avait avant une musique, nous on a créé la nôtre, et les jeunes générations qui arrivent, à eux de créer la leur. Maintenant, s'ils veulent avoir des conseils, on est là pour leur donner des conseils. Mais est-ce que finalement nos conseils serviront aux jeunes dans la mesure où chaque génération a ses codes complètement différents? Nous, on est arrivé avec le début des ordinateurs, le début des synthés. Maintenant, on est passé à autre chose, on est passé à une génération où l'image est plus importante que la musique. Il y a eu les home studios et puis aujourd'hui, on tourne un clip avec un portable. Mais au-delà de ça, c'est pas important de savoir si on le tourne avec un portable, c'est de savoir à quel niveau tu mets la musique par rapport à l'image. Nous, l'image servait de support à la musique, maintenant la musique sert de support à l'image. Ça veut dire... Quand tu dis la musique, c'est les textes, la profondeur? Non, la musique,
quand tu écoutes pour te donner un exemple bien simple, j'ai écouté une interview d'une petite jeune dernièrement, pas forcément antillaise, mais à Paris, qui disait, on lui posait la question sur son dernier album, et toutes ses réponses étaient branchées sur où elle va tourner son clip, dans le désert de Tunisie. C'est-à-dire que les jeunes maintenant, la musique représente 20% et l'image représente 80%. Quel vêtement elle va avoir, quel maquillage elle va avoir, mais la musique est un support. Alors que nous, à notre époque, c'était 80% de musique et 20% du clip. À fond Donc, renversé. c'est pour ça que je te dis, je ne peux pas donner un conseil, quel qu'il soit, à un jeune, puisque les codes ne sont plus les mêmes. L'avenir sera encore pire, à mon avis. Et si la musique ne représente que 1%, d'ailleurs, je ne serai peut-être plus de ce monde, mais elle va de plus en plus être robotisée, la musique. Donc on arrivera dans un monde où la musique prendra de moins en moins d'importance, sauf si les choses changent, je ne sais pas, par un tremblement de terre. Mais l'histoire de Quincy Jones, les beaux arrangements, les ceci, c'est bien loin de nous maintenant. Hélas, hélas. Et je ne sais pas si c'est hélas, parce que j'ai perdu aussi de cette habitude, cette mauvaise habitude de dire c'était mieux avant. Je ne veux plus entendre parler je ne veux plus dire ce que je le disais. Et je me suis rendu compte que je suis dans le faux. C'était pas mieux avant ni après. Nous, on était comme ça. On avait James Brown, on avait Otis Redding, on trouvait ça merveilleux. Avec la Maintenant, il y a autre chose. Oui. C'est comme ça. Les jeunes, tu leur poseras la question, qu'est-ce qu'ils préfèrent, James Brown ou Beyoncé, ils vont te dire Beyoncé. Parce qu'il y a l'image qui aveugle. Donc, tu pourras leur dire jusqu'à demain, ouais, mais dans Beyoncé, il n'y a pas tellement de musique. Dans James Brown, il y avait de la musique. Stevie Wonder, il y avait Oui, mais une fois que tu auras dit ça, tu auras fait quoi? Cela dit, c'est une bonne chanteuse. Tu les auras pas persuadés qu'il faut écouter la musique des années 80. Donc, chacun vit en son temps. Oui. Et moi, je refuse d'avoir des conflits de génération. Chacun vit dans son temps. Alors, l'affiche du 10 février, belle affiche avec des invités, ça sera, on le rappelle, à Tropicatrium, mais une petite salle. On entend déjà que le public dit mais oui, mais c'est quand même Nemo, pourquoi l'Atrium et une seule date Les mêmes qui te disent ça, c'est les mêmes qui ne vont pas remplir le stade de Dillon si j'y suis. Donc là aussi, c'est un choix réfléchi. Réfléchi, je fais avec les moyens. Je disais à une amie, il n'y a pas si longtemps que ça, qui me prétendait que j'étais aussi star que Jocelyne, par exemple. J'ai dit non. Je vais te dire pourquoi. Et elle ne comprenait pas pourquoi. J'ai dit, écoute, dans le groupe Kassav, pendant 40 ans, Jocelyne et Jacob ont été choisis pour s'occuper des médias. Donc tu passes 40 ans, tu vois Jocelyne et Jacob à la télé tous les jours que Dieu fait. Tu ne peux pas, au bout de 40 ans, comparer cette image de quelqu'un que tu vois tous les jours à l'image de Nemo que tu ne vois jamais. Dans la tête des gens, bon, il y a des gens qui connaissent bien Kassav qui vont dire voilà le pianiste de Kassav, mais tout se construit dans la vie. Moi, j'ai construit une image de quelqu'un dans l'ombre qui fait discret, le travail discret. Oui, en tout cas qui fait un travail d'ombre dans le groupe. Parce que j'ai choisi ça et parce qu'on a décidé ça dans le groupe. Pas plus tard qu'hier, j'étais au studio DJ Jackson et il y a des petits jeunes qui rentrent. Et Jackson dit, pas connaître monsieur? Non. Pas connaître pianiste Kassav? Non. Alors, des mots, sans nom qu'a dit mon bail. Il lui a posé, vous connaissez Jocelyne? Ah ben oui. Vous connaissez Jacob? Oui. Tu vois, tu comprends? Donc je ne peux pas, pour revenir à ta question initiale, dire je vais faire Dillon demain. Parce que si je fais Dillon demain, je me plante. En pensant que, comme je sors de Kassav, je vais faire 10 000 personnes à Dillon. Faux. Donc prudence. Toujours. Oui. Je préfère faire une scène de l'Atrium un jour, où la salle, je l'espère, sera pleine, plutôt que d'aller penser que je vais remplir ceci, cela, et puis que je me plante. Et voilà, sera c'est de aussi même simple au que ça. Trianon à Paris, une Voilà. fois que Maintenant, le concert de Martinique sera bouclé. Si, par bonheur, les gens sont contents du concert et me redemandent de revenir en Martinique, eh bien on verra si on fait plus grand, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une capacité d'environ 1000 spectateurs, donc ça te va. Ça me va très bien. Oui. On va parler de l'affiche pour finir. Pardon? On va parler de l'affiche pour finir. Les invités. Alors, des invités, il y aura les gens pour qui j'ai composé pendant ces 40 ans. Jocelyne, d'abord la première dans Kassav.
Ralph Tamar, pour qui j'ai composé pas mal de morceaux. Et puis, j'ai voulu, comme je disais, avoir dans mes invités des gens de générations complètement différentes. Tony, c'est une génération intermédiaire. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est en même temps mon directeur artistique pour le spectacle. Donc j'ai trouvé qu'il faisait partie intégrante du show. Et puis un petit jeune qui s'appelle Greg, qui est dans le groupe J-Con, c'est la jeune génération. Donc je trouve que réunis, tous ces gens-là vont normalement m'aider à produire un bon spectacle. Et puis il y aura des surprises, une grosse surprise, une visite inattendue. Il y aura, mais pour l'instant, il y aura on ne dit des petits moments des respirations, ouais, j'appelle ça comme ça, parce que la musique est faite aussi de silence. Et d'émotion. Et d'émotion. Merci Jean-Claude Desmaux pour cet entretien. Merci d'avoir échangé avec nous, d'être revenu un peu sur ta carrière, je le rappelle, plus de 50 ans au service de la musique antillaise, du zouk en particulier. Merci encore. Je t'en prie, c'est moi.